Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ici, je suis chez moi puisque je suis avec bien d'autres coopérateurs de ce local depuis de nombreuses années. En même temps, tout de suite en aparté, je suis un des deux coprésidents de l'Union juive française pour la paix, dont le fondateur est ici, derrière la table. Richard, tu lèves le doigt, voilà. Je parlerai un moment de l'UJFP dans l'exposé. Alors, peut-être juste avant de commenter la démarche qui m'a amené à mon livre, je fais un petit point de 5 minutes sur l'état de la situation aujourd'hui au Proche-Orient. Ce qui manque souvent dans ce que disent les médias, c'est de mettre les mots sur la situation. Il y a entre Méditerranée et Jourdain, aujourd'hui, 50% de juifs israéliens et 50% de palestiniens. Et donc, les mots justes, c'est apartheid, fragmentation. Le tribunal Russell sur la Palestine, qui s'est, dans une de ses délibérations au Cap en Afrique du Sud, en novembre 2011, a dit que ce que le droit international appelle apartheid s'appliquait totalement à la situation aujourd'hui de la Palestine, et même des Sud-Africains qui ont participé à la lutte anti-apartheid ont dit que sur certains aspects, la situation était pire. Fragmentation de la Palestine, l'occupation a divisé la Palestine en autant de statuts et sous-statuts. Et voilà l'autre coprésident du JFP, Jean-Guy qui rentre. Donc l'occupation a fragmenté la Palestine en autant de régions ayant des statuts différents. La Cisjordanie elle-même fragmentée en 3 zones. Jérusalem-Est, soumis à une judaïsation forcée. Gaza, qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert et où régulièrement l'occupant fait des incursions armées. Les Palestiniens de 1948, ceux qui ont théoriquement la nationalité israélienne, mais qui vivent aussi des discriminations tous les jours. Si vous regardez aujourd'hui la dernière page du Monde, il y a toute une dernière page sur la situation des Bédouins du Negev, et puis les réfugiés. Les mots pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est colonisation, occupation, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et il faudra bien un jour que ces crimes soient jugés. C'est racisme, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que, en tant que juif, le fait que la société israélienne soit particulièrement raciste, pas seulement contre les Palestiniens, mais aussi contre les sans-papiers, mais aussi même à l'intérieur de la société juive israélienne, est quelque chose qui pour moi est assez obscène. Et puis toujours, si on décrit la situation là-bas, les emprisonnements, 700 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. À l'échelle de la France, c'est comme si 15 millions de personnes avaient été emprisonnées. Et puis des possessions, c'est particulièrement clair quand on regarde la Cisjordanie ou quand on regarde les Bédouins du Negev. Alors évidemment, toute cette situation, si elle a lieu, et là on est directement concerné, c'est parce que les dirigeants israéliens jouissent d'une impunité totale de la part des dirigeants occidentaux, qui est une véritable complicité. Et j'expliquerai un petit peu, c'est assez largement décrit dans le livre, pourquoi il y a cette complicité. Et puis, pour terminer l'introduction sur la situation, parce qu'il y a cette complicité, nous, société civile d'Europe, nous avons une responsabilité directe. Nous n'avons rien à attendre ni des dirigeants français, encore moins des dirigeants américains ou des dirigeants européens. C'est donc à nous, en répondant à l'appel de la société palestinienne, 2005, 172 associations palestiniennes lancent l'appel au boycott des investissements sanctions sur 3 revendications: l'égalité des droits, la fin de l'occupation et de la colonisation, le droit au retour des réfugiés. Et la situation, c'est celle-là. Il faut sortir des faux débats dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, l'ONU, un État, 2 États. La véritable question, c'est celle-là, l'égalité des droits, la fin de l'occupation, le droit au retour des réfugiés. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire, des tas d'organisations ou d'associations luttant pour les droits du peuple palestinien le disent et le font. Donc, si j'ai commis 1 kilo pour caler vos étagères,
et 600 pages écrites fines, c'est parce qu'il m'a semblé que je parlais d'un point de vue qui pouvait dire des choses. C'est le fait que je sois juif. Alors, souvent on me dit, mais en quoi tu es juif et c'est quoi? Parce qu'évidemment, je pourrais commencer par une anecdote. Au musée juif d'Amsterdam, il est écrit dans l'entrée les 3 façons d'être juif. La religion, manque de peau, je suis né athée, je ne suis pas circoncis. J'ai même une éducation très anti-religieuse. L'attachement à Israël, vous comprenez dans mon propos que je suis d'un antisionisme virulent, et le lien au génocide nazi. Donc là, j'en ai 1 sur 3, mais c'est véritablement le lien de ma judaïté quelque part, et je le raconte dans le premier chapitre du livre. Mes parents, qui sont morts depuis longtemps maintenant, sont nés tous les deux en 1917, une année emblématique, dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, dont le sud est aujourd'hui l'Ukraine et dont le nord est aujourd'hui la Moldavie. Ce pays était entre les 2 guerres roumains, comme la majorité des juifs de la région. Les juifs formaient à peu près 15% de la population de la Bessarabie. Ils étaient communistes, ils ont fui dans des circonstances souvent difficiles leur pays sans se connaître en 1938, et ils se sont engagés dans la résistance contre le nazisme, dans la MOI, main-d'œuvre immigrée. La famille de ma mère a été totalement exterminée, elle en était la seule survivante. Elle a survécu à Paris. Et mon père faisait partie du groupe Manouchian. Il est d'un des très rares survivants du groupe Manouchian. Il est cité dans un des 2 livres sur l'histoire de ce groupe. Et les nazis ne savaient pas que Stamboul est un nom juif. Donc quand il a été arrêté et torturé par la police française et livré à la Gestapo, il a été déporté à Buchenwald et pas à Auschwitz, donc il a survécu. J'ai cette éducation-là, un peu le fait d'être un rescapé quelque part en tout cas pour mes parents, ma sœur et moi, on était ceux qui n'auraient pas dû naître quelque part, puisque tous les 2 pensaient qu'ils ne survivraient pas à la guerre. Je le raconte aussi dans mon livre, j'ai une enfance où mes parents se distancient très vite du communisme et deviennent sionistes. Et donc, j'ai été sioniste dans l'adolescence. Et j'ai fait 2 séjours en kibbutz de 2 mois et demi chacun, en 67-68. Et je raconte aussi dans le livre ces séjours, les premiers doutes, la première distanciation avec le sionisme, le fait que cette société que je découvre ne correspond absolument pas à ce que j'attendais, alors que j'étais parti là-bas avec l'idée de... Encore les juifs massacrés, qu'est-ce qu'on a fait et tout, enfin, avec l'idée de sauver, d'être quelque part d'une grande aide. Et puis je découvre par exemple, en 1967, un mois après la guerre, un cousin de mon père qui est général dans l'armée et qui m'explique qu'Israël n'était pas du tout encerclé, tout était prémédité de notre part, et tu vas voir, dans un mois, la colonisation va commencer. Donc on m'annonce ça en 67, et c'est le début pour moi d'une distanciation avec le sionisme. Arrive mai 68, j'adhère à peu près aussitôt après aux idées communistes libertaires qui ne m'ont pas quitté. Mon éditeur, Akrassi, c'est l'organisation communiste libertaire. Et par contre, la rupture avec le sionisme mettra encore un assez grand nombre d'années. Mon premier article virulent contre le sionisme, c'est 1982. Je l'ai retrouvé, je l'ai retranscrit dans le livre. Il est écrit dans une revue juive, culturelle, qui a disparu depuis, et c'est contre l'invasion du Liban. Il se trouve aussi donc que très vite après 1968, j'adhère à l'école émancipée, et donc ce local, qui est devenu celui d'émancipation après la scission de 2001-2002, et je vais commencer à écrire assez tôt des articles, d'abord dans la revue de l'école émancipée, puis la revue d'émancipation. Ces articles, puisque je suis ici chez moi, beaucoup sont dans le livre. Il y en a un dont je suis assez content, il date de 1983, et il s'appelle « Hafez al-Assad, Ariel Sharon, même salaud, même combat ». C'est très actuel, hein. C'est sur l'encerclement de Yasser Arafat au nord du Liban, à Tripoli, avec les troupes syriennes qui sont d'un côté et les vedettes israéliennes qui l'attendent de l'autre. Bon,
j'ai retrouvé des articles écrits dans l'école émancipée de cette époque. Beaucoup portent pas directement sur le conflit, sur la question du fascisme, du négationnisme, des antisémites infiltrés dans l'extrême gauche. L'école émancipée aura un procès qu'elle perdra contre, voilà, on est entre nous, contre Jean Brière. Tous ces articles, ils sont, mais assez rapidement, je vais commencer à partir de 1989 à faire les brèves internationales. Donc 1989, 2013, 2012 quand le livre sort, 23 ans. Il y a 23 ans de brèves internationales où j'ai repris toutes les brèves qui peuvent concerner la guerre israélo-palestinienne. Et ça, bon, ça existe un peu nulle part. Mais sur 23 ans, c'est pas comme quand on entend à la radio telle colonie est construite ou tel bombardement a eu lieu sur Gaza et tout. Sur 23 ans, on voit complètement le rouleau compresseur colonial qui avance et qui avance d'une façon terrible. Alors c'est découpé en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur les accords d'Oslo qui s'appelle Oslo, la grande illusion, et où même si moi-même j'ai des doutes, je me dis que Oslo c'est peut-être possible, ça peut peut-être déboucher sur quelque chose et tout. On fait un voyage familial, j'en profite comme il y a un de mes fils, il a fait ce voyage, on fait un voyage familial en 1994, juste après Oslo, et où les doutes sont quand même assez grands, mais il reste quand même de l'espoir. Mais justement, dans ces brèves parues à l'époque dans la revue, on voit comment Yitzhak Rabin va faire venir 60 000 colons nouveaux entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat 20 mois après. Et donc on voit en fait comment, pour les dirigeants sionistes, la seule chose qu'ils ont fait signer aux Palestiniens, c'était « vous allez assurer la sécurité de l'occupant », mais qu'à aucun moment, ce que Yasser Arafat espérait, la paix contre les territoires n'a été envisagée par les dirigeants sionistes. On voit le machiavélisme après l'assassinat de Rabin, de Shimon Peres, qui immédiatement, dès qu'il arrive au pouvoir, commence par faire un bombardement sanglant sur la ville de Cana, plus de 100 morts au sud Liban, fait assassiner par le Shin Bet, les services secrets israéliens, Ayash, décrit comme étant l'artificier du Hamas. Il y avait la trêve à ce moment-là, et immédiatement les attentats reprennent. Donc on voit en fait comment, à aucun moment, les dirigeants sionistes n'ont souhaité quelque chose qui pouvait ressembler à une paix juste ou à une paix fondée sur l'égalité des droits. Dans toute l'histoire du conflit qui est racontée, il y a un passage assez long sur les années Sharon. Michel Warshawski, qui a fait la préface de mon livre, a fortement insisté sur la critique radicale du sionisme qui est faite dans ce livre. Et sur Sharon, il a toujours dit que c'était véritablement l'idéologue le plus intelligent de la classe politique israélienne, alors que massivement, cette classe politique est en général particulièrement corrompue et particulièrement bête. Ceux qui n'ont pas été condamnés pour prévarication le sont en général pour viol, comme l'ancien président Moshe Katsav. Et Sharon, dans ces années Sharon, on montre comment il y a eu la préméditation de la provocation sur l'esplanade des mosquées. On voit comment Sharon avait des mots terribles. Il avait dit nous n'avons pas terminé la guerre de 48. Donc lui a toujours été partisan du transfert de l'expulsion des Palestiniens au-delà du Jourdain. On voit comment méthodiquement il met en place l'étranglement des villes palestiniennes, comment le siège de la Moukata à Ramallah et tout ça. Toutes ces années sont un petit peu racontées bref par bref. Et puis ce qui est aussi raconté, c'est l'énorme extension de ce qu'on peut appeler le courant national religieux. Jusqu'en 1967, les religieux juifs n'étaient pas concernés ni par la colonisation ni par le sionisme. Ils restaient un petit peu entre eux, ils représentaient une partie très minoritaire de la société, 7 à 8%. Et c'est la guerre de 67 où les dirigeants travaillistes de l'époque ont décidé la colonisation, non pas le personnel politique pour aller coloniser, et vont aller chercher le courant du rabbin Kook, qui était le seul courant qui avait fait la liaison entre le sionisme et la religion, pour les emmener coloniser la Cisjordanie. Ce courant représente invariablement maintenant, depuis une vingtaine d'années, de 20 à 25% de la société israélienne. Pour eux, Dieu a donné cette terre au peuple juif, et évidemment avec eux, aucune espèce de négociation, de discussion n'est possible. Donc, le livre raconte aussi l'extension de ce courant, ses provocations.
le premier grand crime qu'ils commettent dans le caveau des patriarches à Hébron, juste après les accords d'Oslo et tout. Donc voilà, vous aurez dans ce livre toute l'histoire, avec l'histoire beaucoup plus récente, Netanyahou, Lieberman, ce qu'on pourrait appeler la colonisation spatiale qui est à l'œuvre. Dans le livre, j'ai choisi de traiter d'un assez grand nombre de thèmes. Alors je vais en aborder 3 ou 4 qui me paraissent assez fondamentaux. Le thème certainement qui en plus m'a donné envie d'écrire et qui explique un petit peu les premières analyses que j'ai pu publier, c'est la question du sionisme. Alors, c'est évidemment très difficile de résumer ce qu'est le sionisme en quelques mots. Je dirais, c'est un colonialisme bien sûr, mais c'est un colonialisme très particulier parce que le sionisme ne vise pas à asservir les Palestiniens, il vise à les expulser et à les remplacer par des Juifs. Le sionisme, je reprends le mot de Michel Warshawski, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire qu'il naît à la fin du XIXe siècle et il proclame, à un moment où l'antisémitisme est extrêmement virulent, surtout en Europe de l'Est, mais il commence fortement à se répandre aussi en Europe de l'Ouest, et les dirigeants sionistes, Herzl le premier, disent l'antisémitisme est totalement inévitable, le mélange est impossible, nous ne pouvons vivre qu'entre nous, il faut donc un État juif. Et le sionisme est totalement minoritaire à l'époque dans les différentes communautés juives, en particulier à cette époque 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe, avec une immense zone qu'on peut appeler le Yiddishland qui va de la mer Baltique à la mer Noire, et très majoritairement les juifs politisés d'abord abandonnent la religion. Souvent on dit est-ce que juif c'est une religion? Je rappelle que la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants. Ils abandonnent très fortement la religion, ils se politisent, et ce n'est pas du tout un hasard si on va retrouver dans la quasi-totalité des partis révolutionnaires d'Europe de l'Est, de toute obédience, un très grand nombre de juifs. Il y a même à l'époque un parti révolutionnaire spécifiquement juif qui s'appelle le Bund, qui est fortement antisioniste, qui prônait l'autonomie culturelle sur place sans territoire spécifique. Et je trouve que sur la question des minorités aujourd'hui, en pleine France avec l'explosion du racisme, les conceptions du Bund restent particulièrement actuelles. Et les sionistes, à côté de ça, sont très minoritaires parce qu'ils sont à la fois en rupture avec les révolutionnaires juifs et ils sont également en rupture avec les religieux juifs. Théodore Herzl avait essayé d'avoir avec lui les rabbins et aucun n'avait dit, pour la religion juive, en gros, l'idée d'une sacralisation de la terre, l'idée d'un retour sur une terre dans laquelle le Talmud dit qu'on y reviendra quand le Messie y sera, n'a aucun sens. Donc le sionisme est à la fois en rupture avec le monde religieux et avec le monde laïque révolutionnaire. Théodore Herzl fréquentait beaucoup les antisémites parce qu'il considérait que quelque part l'antisémitisme aidait son projet. En France, il était un grand ami de Drummond. En Russie, il y a une entrevue célèbre qu'il a avec Plévé, qui est un des pires ministres pogromistes de l'Empire tsariste, et auquel il dit « Vous et moi, nous avons le même intérêt qu'un maximum de juifs russes quittent la Russie ». Et ce sionisme, au début, a très très peu de succès. Le sionisme est un nationalisme très particulier, parce que s'il naît bien avec les idées nationalistes de la fin du XIXe siècle, celles qui produiront toutes les explosions racistes, celles qui produiront le nazisme aussi, c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la terre et la langue. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple juif, je fais mienne les conceptions de Shlomo Sand. Il y a des peuples juifs, il y a incontestablement un peuple yiddish, un peuple judéo-arabe, un peuple séfarade, un peuple falacha. Ces peuples ont une communauté de destin liée à la religion. Il y avait des relations entre ces différents peuples. Mais dire qu'il y a un peuple juif, ça ne tient pas. Allons plus loin. Il y a toujours eu, dans le territoire actuel de Palestine-Israël, dans l'Antiquité, des peuples différents qui étaient mélangés. Il y avait les Hébreux, mais il y avait les Moabites, les Iduméens,
les Philistins et tout. Et il n'y a pas eu d'exode en 70 après Jésus-Christ quand Titus prend Jérusalem. C'est la religion juive qui était déjà largement répandue, qui a continué de se répandre. Ce n'est pas le peuple. Bref, pour faire tout à fait politiquement incorrect, les juifs sont très majoritairement descendants de convertis, probablement de Khazars pour les juifs ashkénazes, qui étaient un peuple turco-slave entre mer Caspienne et mer Noire, probablement de berbères pour les juifs d'Afrique du Nord, pour beaucoup d'Espagnols, de Gaulois ou d'Allemands convertis au judaïsme, ou d'Égyptiens, mais les descendants des Palestiniens, les descendants des Hébreux de l'Antiquité sont très majoritairement les Palestiniens. Donc on est un petit peu dans une espèce d'inversion des valeurs. La théorie majeure du sionisme, c'est l'exil et le retour. C'est le peuple juif a vécu 2000 ans d'exil, et grâce au sionisme, il fait un retour sur cette terre. Donc si on considère qu'il n'y a pas eu d'exil, et donc pas de retour, et si on considère que les Palestiniens sont des autochtones, il est évident que ce nationalisme-là a dû inventer et la terre, et la langue aussi, parce que les Juifs avaient des langues. Le yiddish, qui est un allemand, un vieil allemand matiné de mots slaves et de mots hébraïques, le ladino, qui est un espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, qui est un arabe très légèrement modifié. Mais il est évident que l'hébreu qui a été choisi comme langue nationale en Israël a été la langue des religieux et modernisée, mais une langue totalement artificielle. Donc c'est un nationalisme très particulier. Le sionisme, je l'ai expliqué, ne lutte à aucun moment contre l'antisémitisme, il s'en nourrit. Théodore Herzl parlait sans arrêt de l'affaire Dreyfus, non pas pour dire que la moitié de la société française finalement s'était solidarisée avec Dreyfus et que finalement l'affaire Dreyfus avait été une affaire de liberté et d'égalité des droits pour toute la société, mais il se saisit de l'affaire Dreyfus pour dire si même la France est antisémite, il faut partir. Il se saisit du pogrom de Kishinev, dont ma grand-mère paternelle a été une survivante, non pas pour dire regardez, le Bund a fait des milices d'autodéfense et les pogroms se sont arrêtés, mais pour dire au contraire, puisqu'il y a tellement de pogroms, une seule solution, la fuite. Donc c'est ce type d'idéologie. Le sionisme est une idéologie négationniste. Il faut comprendre que le colonialisme était une valeur dominante, y compris à gauche, au début du XXe siècle, et quand les colons sionistes arrivent en Palestine, ils ignorent totalement l'histoire, la dignité, l'existence même du peuple palestinien. Si vous allez aujourd'hui sur des sites sionistes, vous verrez, on dit que le peuple palestinien n'existe pas, que c'est un ramassis composite de populations amené là par l'Empire ottoman. Le sionisme quand je dis il a collaboré avec les antisémites, il faut parler de la déclaration Balfour. Balfour était totalement représentatif des élites européennes de l'époque, c'était un antisémite. En 1905, il est Premier ministre de l'Angleterre, il a des déclarations violemment antisémites, et il explique que ces juifs polonais qui arrivent sont inassimilables et tout. Et c'est le même Balfour qui enverra 12 ans après une lettre à Lord Rothschild, par hasard, donnant la Palestine comme foyer national. Donc il faut comprendre que pour les Européens, les Juifs ont été des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais que s'ils partaient en Asie, s'ils partaient au Proche-Orient, là ils devenaient des colons européens, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé à tout moment, c'est ce qui se passera même après 1945. Après 1945, on ne peut pas dire que l'Occident va se sentir coupable de 15 siècles d'antisémitisme et de l'antisémitisme nazi. L'Occident dit en gros aux Juifs, après 1945, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. Daniel Mermet, dans une de ses émissions, racontait qu'il y avait dans le sud de l'Allemagne un assez grand nombre de camps de réfugiés juifs, des rescapés du Yiddishland et des camps de concentration, qui ne savaient pas où aller, qui sont restés pour certains 4, 5, 6 ans dans ces camps-là. Shlomo Sand est né dans un de ces camps, et ils demandaient des visas pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour la France. On ne leur en donnait pas. La seule destination possible, c'était Israël. Et en 1951, le dernier camp de Bavière se révolte
les policiers bavarois chargent dans un camp de réfugiés juifs, vous voyez un peu l'image, 51, et ils sont tous expulsés en Israël. Donc quelque part, on doit le dire, l'Occident s'est débarrassé de sa responsabilité sur l'antisémitisme, sur le dos d'un peuple qui n'avait pas la moindre responsabilité dans cette affaire, qui était le peuple palestinien. Je pourrais ajouter une dernière chose sur le sionisme qui est aussi évoqué dans le livre. Vous savez que quand on tient les propos que je tiens, si on est goy, on est traité d'antisémite. Si on est juif, on est traité de juif traître ayant la haine de soi, ou même juif antisémite, ou juif nazi, maintenant ça m'arrive souvent. Et derrière tout ça, on est quand même obligé de lever un lièvre qui est souvent pas très levé, qui sont les rapports du sionisme et du fascisme. Ben, il y en a, hélas. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que toutes les idéologies, sans exception, ont été aveugles ou faibles face au génocide. Ça a été systématique. L'Occident, quand il signe les accords de Munich, l'URSS, le pacte germano-soviétique, l'Église qui va exfiltrer tous les criminels nazis vers l'Amérique latine après la guerre, ça aussi, dans le livre, il y a des chapitres là-dessus, et les sionistes. Ben, écoutez, Jabotinsky, le chef de l'aile dite révisionniste du sionisme, c'est-à-dire l'aile qui est au pouvoir aujourd'hui, l'aile de Sharon, de Netanyahou, de Lieberman, de Tzipi Livni et tout. Jabotinsky était un admirateur de Mussolini. Jabotinsky invente la théorie du transfert des Palestiniens sur le modèle de ce que les Italiens ont réalisé en Éthiopie. Prenons Ben Gurion, le chef de l'aile dite socialiste, avec toutes les guillemets qu'il faudrait mettre du sionisme. En 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs américains décrètent le boycott de l'Allemagne nazie, et Ben Gurion dit non, ce n'est pas notre intérêt, il brise le boycott, et il y aura un bureau de l'agence juive ouvert à Berlin jusqu'en 1941, veille de l'attaque sur l'Union soviétique. C'est-à-dire que jusqu'en 1941, les sionistes ne combattaient pas le nazisme, ils suppliaient le régime que les Juifs qui quittaient l'Allemagne puissent partir vers Israël, alors que tous voulaient partir vers l'Angleterre et les États-Unis, et un assez grand nombre, y compris de Juifs allemands célèbres, partiront vers Israël par ce biais-là. Prenons les pires. Yitzhak Shamir, qui sera 7 ans Premier ministre d'Israël, il dirige un groupe terroriste qui s'appelle le groupe Stern. Le groupe Stern assassinera des soldats britanniques jusqu'au début 1943. Il y a déjà des millions de morts juifs en Europe. Un émissaire du groupe Stern ira au consulat nazi d'Istanbul en 1942 en disant « Nous avons un ennemi commun, nous pouvons peut-être nous entendre ». Donc si je dis tout cela, bien évidemment, aujourd'hui on va me dire « Yad Vashem et les gens qui sont arrivés et tout », c'est que le sionisme n'a aucune espèce de légitimité pour revendiquer quelque part la survie ou le havre de paix des Juifs ou l'antisémitisme. Il a, comme beaucoup d'autres idéologies, une histoire qui est assez sordide sur la question. Alors le thème de l'antisémitisme, il est traité sur 2 chapitres dans le livre. On retrouve même un article que j'ai écrit avec Jean-François Pelé dans la revue de l'école émancipée sur des antisémites, ou en tout cas des négationnistes qui sont un peu infiltrés dans l'extrême gauche. Mais même ici, hein, Pierre Guillaume, qui est un des pires, il a dû fréquenter ce lieu-là, la Vieille Taupe, il y a 40 ou 50 ans, on a dû les fréquenter quand ils étaient fréquentables. Donc il y a un petit peu des articles sur ce passage trouble, mais il y a une longue analyse théorique de la question de l'antisémitisme. Je distingue l'antijudaïsme chrétien, et là je dis bien chrétien, c'est le christianisme qui, à partir du IVe siècle, va inventer vis-à-vis des Juifs tous les interdits, les stéréotypes racistes, le peuple déicide, la volonté de dominer le monde. C'est eux qui vont inventer l'enfermement dans les ghettos, dans les rouderias et tout, les pogroms, les expulsions successives. Aujourd'hui, dans la presse sioniste, on essaie d'inverser les choses et de dire que les Juifs ont vécu l'enfer dans le monde musulman. J'ai fait des recherches, je cite même dans le livre des passages entiers de la presse sioniste là-dessus, des articles qui nous sont consacrés, mais où ils essaient d'expliquer que les Juifs ont vécu l'enfer dans le monde musulman. Il y a eu des moments difficiles qui, en général, correspondaient à des moments difficiles dans le monde musulman. Prenons l'exemple de l'Andalousie, c'est quand il y a l'invasion almohade, qui est un islam rigoriste qui arrive en Andalousie, dont les victimes seront aussi les musulmans d'Andalousie, que beaucoup de Juifs andalous partent vers l'Espagne chrétienne,
Mais par exemple, au moment de cette invasion-là, c'est typique que les deux plus grands intellectuels de l'époque, Averroès et Maïmonide, s'en vont, l'un musulman et l'autre juif, c'est-à-dire que ce n'était pas spécifiquement anti-juif. Bon. J'ai un petit peu regardé un massacre de juifs qu'il y a dans l'oasis du Touat, vers Timimoun, dans le sud algérien. En fait, c'est une guerre tribale. Les juifs du Maghreb étaient des berbères. Bon, il s'est trouvé que cette tribu-là était juive, mais ça n'avait aucune espèce de caractère religieux. Bref, avant le sionisme, il n'y a pas de trace d'une persécution spécifique des juifs dans le monde musulman. Ils ont le statut de dhimmi, c'est pas la citoyenneté, mais ça assure une espèce de forme d'auto-organisation des communautés qui était quand même infiniment plus protectrice que le statut qu'ils avaient en Europe, où c'était de pogrom en expulsion et d'expulsion en pogrom ou en spoliation. Donc c'est pas la même situation. Sur l'antisémitisme, il y a un changement au XIXe siècle. C'est l'émancipation des Juifs en Europe qui provoque la transformation de l'antijudaïsme chrétien en antisémitisme racial. Et là, on peut dire que toutes les sociétés européennes ont complètement trempé dedans. Et il y a aujourd'hui, je dirais, une troisième phase qui est extrêmement différente et que j'appellerais l'anti-israélisme, c'est-à-dire l'espèce de confusion juif égale sioniste égale israélien. Donc, ne soyez jamais dupes, l'antisémitisme, il frappait la figure du juif qui pouvait être représentée par le révolutionnaire d'Europe de l'Est, par Hannah Arendt ou Albert Einstein, si on prend des intellectuels, ou Freud et tout, mais elle n'a jamais frappé le Tzahal ou le tankiste israélien, à aucun moment. Donc il y a une espèce d'aberration qui est faite entre ça, Israël n'étant rien l'héritier du judaïsme persécuté. Je vais même plus loin, l'extrême droite en Europe, pendant plus d'un siècle, son dénominateur commun, c'était l'antisémitisme, dans tous les pays. Pour le nazisme, c'est l'élément central. Quand vous regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez même que les nazis ont privilégié l'extermination sur leur intérêt militaire. En 1944, ils ont perdu la guerre, ils font rouler des trains vers Auschwitz plutôt que de faire rouler des trains pour alimenter leurs troupes. Mais cette extrême droite-là, dont l'antisémitisme était véritablement le ciment, elle s'est retournée aujourd'hui. C'est-à-dire que la figure du paria, le juif paria, aujourd'hui le paria, c'est l'arabe, c'est le musulman, c'est George Bush qui a déclaré la guerre du bien contre le mal étant le basané, le musulman, le terroriste et tout, et Israël, quelque part, s'est fait complètement le meilleur élève de cette idéologie-là. Et le résultat, c'est que l'extrême droite européenne est devenue farouchement pro-israélienne, tout en restant antisémite. On a pu voir un voyage organisé de tous les dirigeants parlementaires de l'extrême droite européenne, l'Autrichien Strache, c'est quand même la partie néo-nazie complètement, le flamand Wilders, Marine Le Pen en rêvait, elle n'a pas fait ce voyage, mais elle en fera un autre, allant en visite, invité par Lieberman évidemment, visitant la Knesset à Jérusalem, visitant Yad Vashem, le mémorial de l'extermination, et donc quelque part, tous ces gens sont pro-israéliens. Très récemment à la télé, je vois un reportage assez bien fait sur les Einsatzgruppen, la Shoah par balle. Eh bien, en Europe de l'Est, vous avez encore des partis, notamment dans les pays baltes, qui sont les descendants directs des Einsatzgruppen, c'est-à-dire c'est ceux qui ont échappé à une liquidation méritée après la guerre de 1945, mais qui ont conduit les troupes nazies pour massacrer 1,5 million de juifs en Europe de l'Est. Ils ont des partis qui sont dans les gouvernements des pays baltes, qui sont à la fois pro-européens et pro-israéliens. En Pologne, Radio Maria, qui était une radio antisémite pathologique, elle a apporté au pouvoir les frères Kaczynski. Les frères Kaczynski étaient à la fois antisémites et pro-israéliens. Ça n'a aucun... Enfin, il faut comprendre que les juifs là-bas, c'est pas un problème. Hein. Il faut comprendre quelque part qu'il y a eu une espèce d'inversion des valeurs que le sionisme a provoqué. Donc cet aspect-là est assez développé. Et en même temps, j'ai, dans le chapitre sur l'antisémitisme, une recherche obligatoire que j'ai été amené à faire sur les antisémites infiltrés dans le combat pour la Palestine. Il y en a, hélas. Alors,
Il y a, dans le livre, il y a des noms que je cite, parce que, bon, Dieudonné. En même temps, Dieudonné, je rappelle que des gens se sont illusionnés sur lui, alors qu'il a un discours qui date de 2001, où il dit que la traite des Noirs a été financée par des banquiers juifs. N'importe qui connaît les stéréotypes antisémites aurait tout de suite vu de quoi y retourner. Je cite Israël Shamir, qui est un Israélien d'origine soviétique devenu un antisémite pathologique. Je cite Gilad Atzmon, qui est un autre Israélien devenu anglais, pour qui les sionistes et les anti-sionistes juifs sont les deux faces d'un même problème. Je cite aussi Blanc-Rue, quand on va sur le soi-disant écrivain, quand on va sur son site, on voit le mythe du savant juif, ça paraît très intéressant. Bon, je cite Bricmont aussi, parce que là, peut-être des gens aiment Bricmont. Bah, écoutez, allez voir ce que j'écris sur Bricmont. C'est bien, parce que j'avais un mail de lui, que je recite explicitement, et où Bricmont, en gros, dit en 3 mots, là où... hélas, Chomsky s'est fait avoir par Bricmont, ça c'est bien dommage, parce que j'aime bien Chomsky. Bricmont dit, dans les pays où la parole... C'est à peu près le texte exact, hein, dans les pays où la parole antisémite est libre, la cause palestinienne est bien défendue. Dans les pays où la parole antisémite est brimée, la cause palestinienne est mal défendue. Il faut donc laisser libre cours à toute parole antisémite. Enfin bon, il est complètement à l'envers de ce que nous prenons à l'Union juive française pour la paix, le refus de l'essentialisation, l'égalité des droits et surtout le refus du racisme. Et en même temps, je veux dire que si on comprend que le sionisme fonctionne avec le complexe de Masada, avec la certitude qu'on essaie d'inculquer aux Israéliens et aux Juifs que les victimes ont été, sont et seront toujours les Juifs, et que tout le monde l'est et tout, il est évident que les antisémites infiltrés dans le combat pour la Palestine font le jeu de ce qu'ils prétendent combattre, et donc c'est pas seulement immoral, c'est improductif. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ils doivent être très farouchement condamnés. Dans le livre, il y a 2 chapitres sur l'UJFP. Comme je vois qu'Annie est arrivée, elle y trouvera, y compris beaucoup de choses sur l'UJFP de Marseille, nos débats, nos réunions quotidiennes parfois, l'UJFP national aussi. Des moments où c'est pas facile, parce que l'UJFP, d'abord, si je parle de mon cas personnel, venir dans une association avec le J, c'était un véritable problème. Donc pourquoi et je sais que beaucoup de juifs connus en France qui partagent totalement nos idées, on va citer Roland Roman, Éric Kazan, Jean-Marc Lévy-Leblond, Étienne Balibar, Edgar Morin, etc. Ils ont nos idées à très peu de choses près, moi sur la question centrale qui est la question Israël-Palestine. Ils ne veulent pas adhérer à l'UJFP. Et si je cite les paroles que m'avait données Lévy-Leblond, c'est j'adore les mots croisés et la pêche à la ligne, mais je n'adhère pas à une association de cruciverbis ou de pêcheurs à la ligne. Pourquoi j'adhérerais à l'UJFP? Et donc, moi personnellement, là-dessus, chacun a sa réponse. Et justement, nos premières réunions de l'UJFP, c'est raconté aussi dans le livre, étaient un peu des psychanalyses à ciel ouvert, quoi. C'est pourquoi tu es là, toi? Et chacun, et justement, c'était intéressant parce que on avait tous des histoires différentes. Et la première préoccupation, quelque part, c'était quand même pas en mon nom, quoi. Quel que soit le rapport que j'ai avec le judaïsme, ça ne peut pas être cette horreur de Tsahal et ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et puis après, c'est à partir de cette préoccupation, que j'appellerais quand même un peu égoïste, qu'on est arrivé à la découverte de l'autre, à la solidarité avec les Palestiniens. Je dois dire qu'aujourd'hui, pour moi, avoir fait des réunions communes à de nombreuses reprises avec des Palestiniens, être avec Maryse Gargour, qui a fait le film palestinien que je vous conseille à toutes et à tous, La Terre par l'Arabe, et voir que ce qu'elle dit du sionisme d'un point de vue palestinien ou ce que j'en dis d'un point de vue juif, c'est la même chose, c'est totalement complémentaire, c'est une grande satisfaction. Mais au début, à l'UJFP, c'est vrai qu'on était très juifs. C'est venu un petit peu après la question palestinienne et tout. Donc bon, sont racontés, y compris des moments où on n'était pas tous d'accord. Je cite le communiqué sur la conférence de Téhéran, peut-être vous vous souvenez, cette conférence antisémite avec Forisson et tout, qui avait été convoquée par Ahmadinejad, où, bien qu'étant au bureau national, je devais être président à l'époque,
j'étais en désaccord avec le communiqué qui est sorti, puis je cite le communiqué qui est sorti, puis celui que j'avais voulu proposer pour montrer un petit peu les débats que nous avons eus. Je vais terminer. Il y a un autre thème qui est abordé, puis là, pour émancipation, je pense qu'il est intéressant à regarder, c'est la question des religions. Je suis d'une éducation violemment anti-religieuse. Ma mère ne disait jamais les chrétiens, elle disait les pogromistes. Et quand elle parlait des rabbins, c'était à peu près dans les mêmes termes. Mais cette guerre n'est pas religieuse. Cette guerre est coloniale. Les fondateurs du sionisme, Herzl n'était pas croyant, son fils n'était pas circoncis. Ben Gurion, non seulement n'était pas croyant, mais il considérait les rabbins comme étant des parfaits archaïques. Et Ben Gurion a utilisé sciemment la Bible comme un livre de conquête coloniale. Donc il faut comprendre que, y compris côté palestinien ou côté arabe, quand on va dire Hamas-Hezbollah, avant 1980, il n'y a ni Hamas ni Hezbollah. C'est l'occupation qui a créé le Hamas et le Hezbollah. Du côté des Israéliens, ils ont eu pendant des années en face d'eux des Palestiniens laïcs, parlant hébreu, ayant intériorisé la martyrologie juive. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils les ont réprimés, massacrés, exterminés, emprisonnés. Et donc ils se sont retrouvés assez logiquement avec le Hamas, dont ils avaient au début encouragé l'essor. Et puis quand le Hamas est devenu important, un à un, et à coup d'exécution extrajudiciaire et avec des tas de victimes collatérales, ils ont exécuté le Cheikh Yassine, Arbed Rotissi, etc. Et ceux qui sont aujourd'hui là, Meshal ou Haniyeh, sont quelque part des rescapés, puisqu'on a essayé plusieurs fois de les assassiner. Sur le Hezbollah, c'est pareil. Dans la guerre civile libanaise, au début, le mouvement chiite, c'est essentiellement le mouvement Hamal. Et c'est l'occupation du Sud-Liban. Et je raconte d'ailleurs dans le livre que c'était aussi une occupation coloniale que j'ai vue de mes yeux dans le Nord-Liban. Ces milliers, à l'époque de l'occupation du Sud-Liban, ces milliers de Libanais qui franchissaient tous les jours la frontière pour venir travailler en Israël et qui repartaient. C'est l'occupation qui a assis la légitimité du Hezbollah et qui lui a permis de s'installer dans la région et d'apparaître aux yeux de tous, chrétiens y compris, comme étant le libérateur du Sud-Liban, ce que d'autres n'avaient pas réussi à obtenir. J'ai expliqué que du côté juif, le courant national religieux est une création récente, postérieure à 1967, alors que le sionisme a bientôt 120 ans d'âge. Donc ce n'est pas un conflit religieux. La religion a compliqué, l'a rendu beaucoup plus inextricable quelque part. Je termine sur un point, le mouvement de solidarité, les derniers chapitres sont là-dessus. Il y a des tas de débats qui sont un petit peu abordés là-dedans. Le débat sur l'ONU, je suis extrêmement sévère avec l'ONU, il y a plusieurs passages. Je rappelle que le partage de la Palestine en 1947 était un vrai crime, que c'est ce partage qui est responsable de la guerre. Dominique Vidal lui-même explique que entre le partage de 1947 et le début officiel de la guerre du 15 mai 1948, 375 000 Palestiniens vivant dans l'État juif accordé par l'ONU ont été expulsés des terres. La moitié de la Nakba, la moitié des expulsés de la guerre de 1948 le sont avant la guerre et le sont comme conséquence de la décision de l'ONU. Je rappelle que l'ONU, dans les accords d'armistice de 1949, garantit le droit au retour des réfugiés et que non seulement Israël, dès 1949, viole éperdument cet accord, mais l'un des premiers actes, c'est de détruire 700 villages palestiniens, parce qu'il faut toujours effacer la mémoire et la trace de ceux qui ont été là. Et parmi les associations anticolonialistes israéliennes qui nous sont très proches, je citerai Zorot, qui est l'association israélienne qui entretient la mémoire de ces centaines de villages, qui amènent parfois les descendants de ceux qui ont été expulsés dans la maison et les confrontent aux occupants actuels, c'est-à-dire c'est le refus que la destruction de l'histoire et de la mémoire soit définitive. Et puis, on pourrait continuer. L'ONU en 1967 parle de l'évacuation de ou des territoires occupés. Là-dessus, Israël a joué sur les mots. On est en 2013, vous voyez ce qu'il en est. La colonisation n'est plus rampante. Aujourd'hui, quand on visite
la Palestine, ce sont les villes palestiniennes qui sont totalement encerclées par les colonies, même si les Palestiniens de Cisjordanie sont beaucoup plus nombreux que les habitants de ces colonies. La responsabilité de l'ONU est totale là-dessus. Ils ont laissé faire, ils ont participé au blocus de Gaza. Bref. J'aborde un petit peu la question un État, deux États. Bon, à l'UJFP, nous laissons cette question ouverte. Individuellement, je ne cache pas ma préférence sur un État pour plusieurs raisons. L'une des raisons étant que le sionisme étant la théorie de la séparation, le sionisme, c'est l'idée juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Je trouve que cette idée est tellement grave. Puis, pour la France, si les gens d'origine différente ne peuvent pas vivre ensemble, on comprend bien que c'est facteur de toutes les saloperies de discrimination contre les sans-papiers, les Roms, etc. Donc, je suis pour le mélange avec l'égalité des droits. Maintenant, si on sort de la barbarie avec deux États, pourquoi pas? Mais ce qui est cartonné dans le livre, et je m'appuie là-dessus, bien sûr, sur Shlomo Sand, c'est l'État juif. C'est-à-dire qu'un État ou deux États, quand on nous dit « est-ce que vous êtes pour rayer Israël de la carte ?» Les Juifs à la mer, non. Mais l'État juif, oui. C'est-à-dire que l'État juif doit disparaître. Je rappelle qu'il n'y a eu qu'un seul État français dans l'histoire, c'est Vichy, et qu'un État qui se définit sur des bases ethniques, c'est très dangereux. Shlomo Sand, il dit « imaginez que la France se définisse comme gallo-catholique ». On comprend bien ce que ça voudrait dire pour tous les autres. Alors on va me dire les États arabes autour, comme Ilan Pappé et bien des historiens israéliens, je cartonne la lâcheté ou la complicité de bien des États arabes autour, dont la principale activité a été d'essayer d'en finir avec le problème palestinien de leur côté, puisque de Septembre Noir en Jordanie ou de la guerre civile au Liban, les dirigeants arabes ont eu une attitude totalement indigne vis-à-vis du peuple palestinien. Bon voilà, vous aurez de tout dans ce livre, comme il est énorme. Vous pouvez même commencer par le glossaire. Il y en a 40 pages, mais ça vous fait, vous survolez tout là-dedans. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions à poser à Pierre? J'en ai une toute bête, c'est juste une question au niveau de l'éditeur. Pourquoi Akrati ou Akrasi? Oh, c'est assez... Pourquoi pas, effectivement. Oui, non, mais j'ai absolument rien contre Akrasi, mais... Pourquoi lui? Je suis invité en 2011 à faire une petite conférence sur la Palestine à Poitiers par Jean-Pierre Duteuil. Donc Jean-Pierre Duteuil, pour ceux qui ne savent pas, mouvement du 22 mars, mais pas libéral-libertaire comme l'autre, de qui je veux parler, mais resté communiste libertaire et qui est un des principaux animateurs de l'organisation communiste libertaire et c'est lui Akrasi principalement. Et on discute, et puis au cours de la discussion, il y a ma compagne et il y a lui, et vient l'idée, mais avec tout ce que tu as comme texte, pourquoi tu ne ferais pas un livre? Alors je dis, oh là là, ça va me prendre du temps, et puis il faut trouver un éditeur, etc. Alors tout de suite il a dit, si tu te décides à l'écrire, l'éditeur c'est moi. Et donc j'ai un peu regardé que tous les textes que j'avais, plus ceux que je pouvais retrouver, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais bon, je suis communiste libertaire, et j'écris très régulièrement sur la Palestine dans Alternative Libertaire et dans le Frère Ennemi, qui est courant alternatif, qui est le journal de l'OCL. Je me sens chez moi avec eux, quoi. Oui, Pierre, tu as parlé dans ton exposé de la complicité des gouvernements occidentaux. D'ailleurs, je crois que Laurent Fabius rencontre Ehud Barak aujourd'hui à Munich. Mais moi, je voulais intervenir, puisque je travaille à Paris 8, sur la complicité d'institutions universitaires, puisque d'ailleurs nous avons réagi. À l'époque, il y a eu l'annulation du colloque Palestine à l'université Paris 8, qui a dû être délocalisé à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et d'ailleurs, ton camarade co-président de l'UJFP était
un intervenant. Et je pense que cette complicité d'institutions universitaires qui normalement devraient être garantes d'indépendance et de neutralité, elle est bafouée. Alors c'est très important ce que tu dis. D'abord sur la complicité, je reprendrai des paroles d'Eyal Sivan, cinéaste israélien anticolonialiste, auteur de Jaffa ou la mécanique de l'orange. Il a toujours dit les gouvernements occidentaux, donc l'Europe, la France et voire les États-Unis, ne sont pas complices des dirigeants israéliens parce qu'ils sont mal informés, ils sont parfaitement formés, ils sont complices parce que fondamentalement, cet État dépensant 60% de son budget dans l'armée, les technologies de pointe, et animant une espèce d'international de la sécurité. C'est eux qui vendent les villes fortifiées clés en main pour les riches, c'est eux qui forment les armées en Colombie, en Géorgie, etc. C'est l'État rêvé pour les dirigeants occidentaux. Alors évidemment, je n'ai pas eu le temps de parler du BDS, mais on va venir là-dessus. On avait, c'était une dizaine de jours, on était à Bordeaux, où il y avait 80 personnes dans le grand week-end BDS France. Souvent, les gens sur le boycott, ils voient les oranges de Jaffa, les avocats Carmel et tout. On avait plein de commissions sur toutes les formes du boycott. D'abord, il n'y a pas que le boycott, il y a le désinvestissement, les sanctions, on va en parler, mais de toutes les branches du boycott aujourd'hui, il y a bien sûr le boycott académique, ou universitaire, académique c'est plutôt le mot anglais, qui est très important, dont on va parler. Il y a le boycott sportif, peut-être vous avez vu hier que deux camarades qu'on avait vus à Bordeaux sont descendus sur le stade de tennis à Rouen, en criant Palestine vivra et tout, que la banderole a pu rester 4 minutes dans le stade et qui ne sont pas arrêtés. Ils ont été, je crois, aux nouvelles que j'ai, ils n'ont pas été arrêtés, ils ont été sortis du stade, mais pas arrêtés. Bon, c'est une action dont on avait discuté et tout, on savait qu'elle allait avoir lieu. Donc il y a le boycott sportif. Le boycott sportif, entre autres, Platini a maintenu, malgré de nombreuses pressions, l'Euro des moins de 21 ans de football en Israël au mois de juin, et est prévu le mondial de football féminin en 2015. Bon. Il y a, donc j'ai cité le boycott académique, le boycott sportif, je les oublie. Jean-Guy aide-moi. Quotidien. Hein Quotidien. Non, en dehors des boycotts, des boycotts économiques sur technique, toutes les entreprises qui travaillent. Voilà, oui. Voilà, c'est le boycott culturel dont je voulais parler. Le boycott culturel, c'est arriver auprès de tous les artistes qui veulent se produire en Israël pour les inciter à ne pas y aller. Dans un assez grand nombre de cas, on y est arrivé. Dans un certain nombre de cas, on n'y arrive pas. Et puis vis-à-vis des productions israéliennes en France, les individus ne sont pas boycottés, mais tout ce qui représente quelque part l'État d'Israël, c'est-à-dire quand il y a un festival du cinéma israélien qui est parrainé par un consulat et tout, évidemment on boycotte. Alors, ce que je veux dire sur les universités, il faut bien voir ce que nous disent nos camarades israéliens. Il y a un mouvement en Israël qui s'appelle Boycott from Within, boycott de l'intérieur. Un des animateurs, c'est un grand universitaire israélien qui s'appelle Neve Gordon, et il avait eu cette phrase, il avait dit il faut boycotter nos universités, c'est la seule façon de sauver notre pays. Et ce sont des gens très engagés. Il n'y a pas une seule université en Israël qui ne participe pas à la colonisation et qui ne participe pas à l'armement. Toutes. Même, je veux dire, il y a même une université, peut-être vous le savez, qui a été créée dans les territoires occupés à Ariel. L'université d'Ariel est une filiale du Technion de Haïfa, qui est une des plus grandes universités israéliennes. Donc, cette question-là, bien sûr, les universitaires essaient de ne pas se la poser, ils essaient de dire, mais ça c'est neutre, ça il ne faut pas y toucher, tout ci. Il faut y toucher, et il faut toujours avoir comme argument là-dessus que ce sont les Israéliens eux-mêmes qui le demandent, les anticolonialistes. Quand la dernière mission, dans le livre, il y a un chapitre sur les voyages que j'ai fait en Israël-Palestine, et lors de la 166e mission, qui était la mission judéo-arabe, on est parti là-bas avec le bureau national de l'Association des travailleurs maghrébins de France, et avec une autre association franco-marocaine, et avec un militant de la Fédération tunisienne citoyenne des deux rives. Et
dans les visites que nous avons faites, nous avons été à la coalition des femmes à Tel Aviv, où il y a des Israéliennes et des Palestiniennes d'Israël, et c'est elles qui enquêtent. Elles ont créé un site qui s'appelle Who Profits, qui profite. C'est elles qui enquêtent sur toutes les firmes, israéliennes ou étrangères, qui vivent ou profitent ou vivent de la colonisation. Et donc, voilà, il n'y a pas une seule université qui ne participe pas à ça, donc voilà, le boycott. Et après, la complicité des Français avec ça, Pascal Banzac, tu es au courant comme moi. Mais soutenu par Tartakovsky, l'actuelle présidente. Comme Pierre répond au fur et à mesure, je donne la liste actuelle des questionneurs. Hélène, toi-même, Claude, moi-même, toi Et Yann. Et toi? Et Yann et toi. Yann sera Gisèle. Vas-y, c'est à qui là? Là, c'est à Hélène. Hélène. Pendant des années, les Palestiniens ont été à la pointe des mobilisations révolutionnaires et aujourd'hui ils sont dans une situation particulièrement difficile. Et tu n'as pas parlé des mobilisations révolutionnaires en Afrique du Nord, au Proche et Moyen-Orient. Moi, j'aurais aimé savoir quel impact, par exemple, la chute de Moubarak et puis aujourd'hui, quel impact les mobilisations en Syrie et quelle relation, enfin comment tu vois les choses, tu vois? Dans le livre, il y a un chapitre là-dessus, sur le printemps arabe, également qui s'est doublé pour moi du fait que depuis que le printemps arabe a commencé, je suis assez systématiquement sollicité par les médias du monde arabe, du Maghreb, et il y a plusieurs interviews qui ont été données à plusieurs journaux algériens, à un journal marocain, et qui tournent justement sur les questions dont tu parles. Alors, si on commence par les Palestiniens, souvent ici en Europe, on a la vision Fatah-Hamas. Je pense que le Fatah et le Hamas ne représentent qu'une partie du peuple palestinien. Quand on avait été reçu par le maire FPLP de Bethléem, il disait à eux deux, ils représentent peut-être 30% des Palestiniens. Alors je ne sais pas si son chiffre est juste. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons aussi dans l'image, ce que tu as dit, la participation énorme des Palestiniens à un mouvement révolutionnaire mondial dans les années 70, un mouvement où tout le monde s'y est mis pour essayer de les exterminer. Évidemment, le septembre noir du roi de Jordanie, c'est un coup terrible qui leur est porté. On oublie souvent que le roi Hussein a reçu une espèce de pont aérien d'aide de Golda Meir qui est au pouvoir à l'époque. Les Palestiniens vont subir des coups absolument terribles pendant la guerre du Liban, et là encore, ils les subissent des deux côtés, parce que Sabra et Shatila, c'est les phalangistes avec l'aide israélienne. Il y a deux films qui sont sortis là-dessus. Je vous conseille le film allemand, Massacre, où on voit les gens qui ont participé au massacre et qui acceptent de témoigner 20 ans après. Et on voit en même temps les images des phalangistes qui étaient en villégiature à Eilat entre deux massacres. Bon. Donc ce camp révolutionnaire palestinien n'a pas disparu. Il y a toujours une gauche palestinienne. On a eu la chance d'aller au Forum social mondial de Ramallah, même si le forum était dédié à l'éducation. On a vu ses camarades. J'ai fait la manif d'ouverture de ce forum, et bon, c'était dans le cortège FPLP. Le FPLP existe toujours à des militantes et des militants. Salah Hamouri, qui vient d'être libéré après 7 ans de prison, était au FPLP. La direction politique du FPLP, ils sont en prison à vie, Ahmed Sadat et tout, mais ce parti a des maires, a des élus, a une vie. Donc il n'y a pas de disparition du camp révolutionnaire en Palestine. Alors simplement, il y a depuis, il y avait l'OLP qui était une représentation assez démocratique de la Palestine, et puis l'autorité palestinienne a eu une tendance de plus en plus mauvaise à se substituer à l'OLP. L'autorité palestinienne est très liée à la Pax Americana, j'appellerais ça comme ça, quoi. Mais ça n'empêche pas que ces forces-là dont tu parles existent. Sur le monde arabe, il y a un truc qui est tout à fait symptomatique. Quand Moubarak tombe, il y a 2 chefs d'État au monde qui regrettent, alors que tous les autres ferment leur gueule, ils disent c'est bien. Il y en a 2 qui regrettent, vous avez deviné lesquels? Netanyahou et Abbas. Ça dit quand même assez long la situation. Donc il est sûr que ça a eu des conséquences
en Palestine. Il y a en Palestine même il y a eu des manifestations, mais il y en avait déjà eu avant, un petit peu semblables à celles qu'on a eues dans le monde arabe, sur la question sociale, parce qu'il y a un appauvrissement assez clair dans la région, et également sur la question démocratique, et puis sur la question de l'issue de cette guerre et tout. Sur la Syrie, vous trouverez sur le site de l'UJFP et dans la prochaine revue d'émancipation un même article écrit par Najwa Saloul, qui est une membre de l'UJFP de Lyon, syrienne. Et moi, ce sont mes... Si je l'ai interviewé, c'est que je fais bien un peu ce qu'elle raconte. J'ai toujours dénoncé personnellement ce régime comme étant un régime infâme, qui, c'est peut-être mes origines soviétiques, mais enfin dans le genre liquidation de la gauche, il était pas mal. Son coup d'État à Hafez el-Assad en 70, c'était déjà un coup d'État où il liquide toute la gauche syrienne dès le début. Dans un voyage touristique en Syrie, on voyait bien les splendides ruines de Palmyre, mais juste au-dessus, il y a tas de morts, et on voyait que ça avait été un ancien camp de concentration où ont été enfermés Turc, j'ai oublié son prénom, qui est dirigeant d'une des branches du Parti communiste syrien. Il a passé 19 ans à être torturé et tout. Bon, c'est un régime infâme. Il se trouve qu'il y a environ 500 000 Palestiniens qui vivent en Syrie, dont beaucoup dans le camp d'Yarmouk. De plus en plus, au même titre que la population syrienne, les Palestiniens de Syrie sont dans le camp de l'insurrection. Voilà ce que je peux dire. Je pense que ce régime-là a surtout servi, sur le plan du conflit palestinien, israélo-palestinien, à garder la frontière. Depuis 1973, il n'y a quasiment eu aucun coup de feu entre Israël et la Syrie. Et il me semble qu'il est à l'évidence de l'intérêt des Palestiniens que toutes les révolutions inachevées aillent au bout. Elles sont inachevées, mais il y a quand même des incidences. Vous aurez tous constaté que plomb durci 2008-2009, les Gazaouis sont totalement isolés, personne ne vient à leur secours. Et là, les 150 morts du mois de novembre, il y avait eu la visite du ministre des Affaires étrangères tunisien, du président égyptien, de l'émir du Qatar. Alors si on peut se douter que les uns, les autres et le troisième vont à Gaza pour leurs intérêts personnels, il n'empêche que la pression populaire a fait que les Palestiniens ne sont plus aussi isolés qu'avant. Disons, sur le plan international, ce qui se passe dans le monde arabe risque de faire tourner un petit peu la roue de l'impunité israélienne. C'est à toi. Moi, je voulais dire déjà merci pour l'intervention que vous faites de bout en bout, qui sensibilise dans ma gorge quand j'entends ça. Parce que je viens d'une famille effectivement qui était, je vais dire, sioniste. Mon mère Rebecca dormait à la maison chez moi quand j'étais petite. Je lui ai laissé ma chambre. J'ai serré la main de Sharon. Chacun sa croix. Chacun sa croix. Et je voulais nous présenter aussi en tant que... je suis militante d'Alternative Libertaire également, et je suis une fondatrice du réseau centré du colonialisme, et la question de la Palestine, elle est essentiellement au cœur de des débats, des échanges. Et je voulais juste annoncer que les enfants d'Arvin sera projeté dimanche matin, quand on a invité des camarades de la GUS pour venir parler aussi avec nous. Les camarades du GFP sont évidemment invités à prendre la parole. Et on enchaînera aussi sur le documentaire de Nadir Damboul qui a fait à Bagdad, qui s'appelle Palestine aussi. Et je voulais inviter vraiment tout le monde à participer à cet événement, c'est colonial, parce que voilà, le fait de... Donne le lieu et la date. Alors oui, je ne suis pas très en mode propagande. C'est 16 et 17 février, mais j'ai des programmes et des affiches pour vous. 16 et 17 février, c'est à la Belle d'Ivoire, un accès jeu vidéo à Ménilmontant, dans le Boyer, 21 rue Boyer. Et dire que c'est comme... Enfin, on parle de colonisation, on parle de France-Afrique principalement quand on parle de colonie maintenant, mais dire que il y a le Sahara occidental et la Palestine, c'est quand même deux énormes blessures dans le monde, et que c'est bien d'engager des mobilisations et de créer des passerelles entre les uns et les autres sur ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et merci. Oui, alors deux questions. Bon, tu connais bien Warshawski. Il a préfacé mon livre. Le masculin a disparu, je sais. Mais néanmoins, Warshawski représente un courant même
évidemment peu représentatif de la population israélienne, pour le moins qu'on puisse se dire, mais je voudrais savoir quelle est la dynamique de ce mouvement-là, quels espoirs il porte. Bon, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est une question centrale, je trouve, c'est la question de deux États ou d'un seul État. Alors, la question de deux États ou d'un seul État, ce sont des questions qui sont des vues de l'esprit actuellement, puisque dans la nature même du sionisme, c'est tout simplement l'expropriation du peuple et la spoliation du peuple palestinien qui est en cours. Et la dynamique est très forte actuellement, puisque les colonisations se poursuivent. Et donc, quand on pense soit à deux États, soit à un État, ce sont des vues de l'esprit. Et quand à choisir une vue de l'esprit, on veut qu'il y ait une qui soit crédible. Et là, pour moi, la seule voie possible, c'est un seul État. Autrement, on ne peut pas imaginer le droit au retour, on ne peut pas imaginer l'égalité de droit, etc. Et s'il y a deux États, eh bien, il y aura un État fort, qui aura tout le soutien de l'Occident et des Américains, qui sera donc l'État d'Israël, avec un potentiel économique, militaire, etc., qui fera une superpuissance par rapport à un État palestinien qui sera inexistant et dans l'impossibilité, quoi qu'il en soit, ne serait-ce qu'un peu de l'économie, de pouvoir se vivre. Et donc, persistera à être une colonie de l'État palestinien. Donc, aujourd'hui, la question centrale, c'est de défendre l'idée d'un seul État pour les Palestiniens. Je vais essayer de répondre. Tu as deux questions bien pointues. Et donc, d'accord. Alors sur la Matzpen, Alternative Libertaire m'avait demandé un article sur la Matzpen que je me sentais incapable d'écrire. J'ai donc demandé à Warshawski, qui en avait fait un, c'était il y a 2 ans. Bon. En gros, la Matzpen, c'est la boussole en hébreu, ils étaient 80, et Warshawski raconte que les services secrets, le Shin Bet, croyaient qu'ils étaient plusieurs milliers, et y compris dans l'UJFP, bon, il n'y est plus maintenant, je pense à l'Iliana et tout, on a des anciens de la Matzpen qui sont allés un petit peu au bout de leur démarche en foutant le camp d'Israël. Alors bon, l'Iliana, elle est maintenant en Espagne, mais bon, l'IJAN, elle est plus l'IJAN, c'est le réseau juif international antisioniste, mais par exemple, Ilan Halevi est le représentant de l'autorité palestinienne à Berlin, auprès de l'international socialiste, c'est-à-dire qu'il a achevé son parcours à la Matzpen en devenant palestinien, et il était le premier gouvernement de l'autorité palestinienne. Il y avait 2 juifs, il y avait un des Neturei Karta, des sectes ultra-orthodoxes antisionistes, qui était ministre des Affaires religieuses juives, et il y avait Ilan Halevi, qui était ministre sans portefeuille. Bon, pour dire que... Alors la Matzpen, ils étaient 80 dans les années 70 à peu près, quand ils sont actifs. Ils ont presque tous fait de la tôle. Warshawski en a fait 1 an d'ailleurs. Hein. Évidemment qu'ils sont peu représentatifs. Il faut comprendre qu'en Israël, l'ère est sioniste. Au berceau. Si vous regardez un film comme Le Mur de Simone Bitton, qui est une Israélienne anticolonialiste, Le Mur commence avec un enfant israélien qui marche le long du mur, et Simone lui parle, il dit c'est quoi ce mur? Et il dit Aravit, il y a les Arabes de l'autre côté. C'est-à-dire que les gens sont nés dans cette éducation-là, qui est le complexe de Masada, qui est nous sommes encerclés, tout le monde veut nous exterminer. Et donc, aujourd'hui, par exemple, il faut parler d'un courant anticolonialiste qui existe en Israël. Il est évident qu'il est très minoritaire. On a des chiffres. Il y a eu des grands moments où, à peu près, ils ont réussi à mettre tout le monde dans la rue. Ça a été l'invasion du Sud-Liban au plomb durci. Et quand ils réussissent à mettre tout le monde dans la rue en Israël de ce courant-là, ils sont 8 à 10 000. Ils n'ont aucun député. Alors, les dernières élections ont quand même donné, vous connaissez dans les prochaines brèves que j'ai envoyées à la revue, 12 députés non sionistes sur 120. Il n'y en avait que 10 avant. 5 du Ta'al, qui est un parti entièrement palestinien musulman, 4 du Parti communiste, 3 palestiniens et un juif, qui est Dov Renin, et 3 du Balad, sur lequel d'ailleurs Warshawski était candidat. Donc il faut voir que dans l'électorat juif, ceux qui votent pour des partis non sionistes, donc j'inclus le PC dans les partis non sionistes, c'est 1 à 2 ou 3% de la population, pas plus. Chez les Palestiniens, évidemment, c'est l'immense majorité. Donc on est un peu dans cette configuration-là où
même Uri Avneri, qui est un opposant anticolonialiste, bon, il a été député autrefois, et il ne l'est plus. Cela dit, je compare toujours ces anticolonialistes israéliens aux porteurs de valises français, c'est-à-dire à des gens qui sont complètement dans la minorité et à contre-courant d'une idéologie dominante, mais dont l'action est bien plus importante que ce qu'ils représentent numériquement. Et ces anticolonialistes israéliens, si l'avenir n'est pas barbare, ce sera grâce à eux, comme la poignée de militants blancs, les Joe Slovo et tout, ou le chanteur, là, comment il s'appelait, le chanteur zoulou, Johnny Clegg, voilà. Ces gens-là, ils n'ont pas hypothéqué l'avenir parce qu'à un moment où c'était pas porteur, ils ont fait les actes qui permettaient que l'avenir ne soit pas fermé. Donc voilà, ils sont très peu. En même temps, il y a quand même, pendant très longtemps, ils ont eu peur qu'ils allaient tous devenir très vieux et qu'il n'y aurait personne derrière. Et il y a la nouvelle génération des anarchistes contre le mur. Bon, allez toutes et tous voir le film 5 caméras brisées qui sort dans quelques jours. Un des réalisateurs, Guy Davidi, que je connais bien, c'est un anarchiste contre le mur. Et eux, alors, le mot anarchisme est un peu bizarre chez eux. C'est pas exactement des anarchistes. Ils n'ont pas une culture libertaire. Ils ont pris ce titre-là parce que c'est ce qui leur paraît le plus. Ils vomissent cette société. Mais pour eux, c'est des gens qui ont 25-30 ans, 35 maximum. Et bon, ils ont refusé l'armée. Pour beaucoup, ce sont des ruptures familiales très douloureuses quand ils commencent à s'engager. Beaucoup disent, vous, la gauche européenne, vous êtes contre le gouvernement, contre la politique, voire contre le capitalisme et tout, mais nous, on est contre la structure même de notre pays, on est contre l'air qu'on respire. Et beaucoup foutent le camp. C'est ça un petit peu le problème des anticolonialistes israéliens, c'est que c'est tellement étouffant que quand ils peuvent, ils s'en vont définitivement ou par moment une partie de l'année. Donc voilà, je dirais, voilà, cette gauche anticolonialiste, elle a le mérite d'exister. Il y a le mérite aussi qu'il y a des associations à la fois israéliennes et palestiniennes. L'AIC de Michel Warshawski a un bureau à Jérusalem et a un bureau à Bethléem. Et celui de Bethléem, Nassar Ibrahim, qui est un FPLP, marxiste, etc., qui a fait de très longues années de prison comme tous les Palestiniens, il dit, si on m'avait dit que j'allais faire une association avec un Israélien, je ne l'aurais jamais cru. Et donc voilà, c'est la rencontre avec Warshawski qui a fait que ça a été possible. Sur deux États, un État, je pourrais répondre en rigolant, Nourit Peled, qui est une anticolonialiste israélienne dont les deux enfants, les deux fils sont... Elle a une fille qui a été tuée dans un attentat du Hamas, et elle a deux fils qui sont anarchistes contre le mur, et elle me disait en rigolant, et pourquoi pas zéro État. Bon. Mais je suis d'accord avec toi, simplement, voyons les choses. Les sionistes ont tué l'idée de deux États. Ils l'ont tué, c'est-à-dire que ce qui était encore possible au moment d'Oslo, un État palestinien réduit à 22% de la Palestine historique, grosse injustice, c'est 50-50 la population, et je ne compte pas les réfugiés. Ils l'ont tué dans les faits, c'est-à-dire que la première chose que tu fais quand tu vas là-bas, c'est où est la frontière. Il n'y a plus de frontière, il n'y a plus de ligne verte, il y a Ahava il faut une carte française, l'usine de cosmétiques pour savoir qu'elle est en territoire occupé, tu prends l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, tu traverses ces territoires occupés, mais tu n'en sais rien, et les Israéliens eux-mêmes n'en savent rien, au niveau de la Troune, et puis Malika, on s'était engueulé avec d'autres qui ne voulaient pas l'admettre comme étant en territoire occupé. Donc, il y a cette réalité où on est complètement dans cette situation. Ils ont tué ça. En même temps, ils ont tué le projet sioniste. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que l'idéologie sioniste est dans l'impasse. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie sioniste au départ? C'est un État juif ethniquement pur. L'État juif ethniquement pur nécessite une très nette supériorité démographique, voire 20% de Palestiniens ou 15%, c'était tolérable, c'est ce qu'il y avait entre 48 et 67. 50%, ça n'allait pas. Mais en même temps, le projet historique de la droite sioniste, le transfert, n'est plus réalisable. À moins d'une guerre, une très grande guerre où il serait réalisable, mais à froid, il ne l'est pas. C'est-à-dire que les sionistes se trouvent dans une impasse, et si tu regardes bien, deux États, ils ont rendu ça impossible, puisque maintenant les colonies sont absolument partout, les populations sont imbriquées. Un seul État, évidemment, ils n'en veulent à aucun prix. Et l'annexion, ils n'en veulent pas parce que ça les obligerait à donner des droits civiques aux Palestiniens et donc à se retrouver dans des élections, dans une situation inexplicable d'État fédéral. Et donc, ils ont officialisé aujourd'hui, et on voit que ça ne va pas bien se passer, l'apartheid. Ce que le tribunal Russell
dit sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël est réalisé de fait par le fait qu'ils ont tué les autres possibilités. L'annexion pure et simple, les deux États sur la base des frontières d'avant 67. Donc l'apartheid, qu'est-ce que disent nos camarades palestiniens, que ce soit dans le sud des États-Unis ou en Afrique du Sud, c'est une lutte qui a duré des décennies, mais qui a fini par triompher parce que c'est très très difficile pour un oppresseur à vie de maintenir l'apartheid et tout. Donc c'est un petit peu mon espoir. Je pense que l'idée d'une égalité des droits, une égalité des droits vu les populations imbriquées, ce sera à mon avis forcément sur un État, ça s'imposera par le fait que les sionistes eux-mêmes ont tué les autres possibilités. Oui, j'étais inscrit pour une question qui ne te surprendra pas, surtout dans la période, mais à laquelle tu pourras répondre plus tard si tu trouves qu'elle n'est pas en dynamique avec les autres questions. Je reviens au livre et j'aimerais que tu nous donnes peut-être plus que dans le livre un point de vue sur ce qu'ont pu être, puisque ce sont des textes de tendance syndicale ou d'organisation syndicale que tu répercutes, quels ont pu être les positionnements syndicaux, leur évolution en termes déjà de positions principielles et ensuite d'investissement au-delà des positions principielles, je pense par exemple aux missions civiles ou aux éléments concrets sur le BDS, par exemple pour les aspects universitaires et culturels. Mais tu peux y répondre plus tard. Si tu non, je suis, comme une partie des militants d'émancipation, je suis au SNES depuis 39 ans, et la position de mon syndicat sur la question, et c'est décrit dans le livre à travers plusieurs textes, ils ont toujours été en retard d'une guerre. Il y a... Oui, pas que le SNES. Vous avez parlé de l'ensemble des syndicats. La CGT, c'est... Bon alors, le problème, si on regarde aujourd'hui, par exemple, nous avons, pour ceux qui sont à la FSU, un congrès national qui démarre dans 10 jours. Pour la première fois, le texte sur la Palestine, c'est pour ça que je m'y oppose pas trop, comporte le mot tribunal Russell, le mot apartheid et le mot boycott des investissements sanctions, donc miracle si j'étais religieux. Et mais ils sont quand même en retard d'une guerre, c'est-à-dire qu'ils définissent le boycott comme étant le boycott des produits des colonies, ce qui évidemment est faux. Il s'agit du boycott de l'entièreté de l'appareil de répression et d'occupation israélien. Et puis en même temps, au dernier congrès du SNES, donc c'est il y a quand même pas très très longtemps, c'était à Reims, donc c'était il y a 1 an, au dernier congrès du SNES, ils ont invité en catimini un délégué de la Histadrout, qui est le syndicat sioniste, fondé en 1920, dont le premier acte de guerre a été en 1936 de rompre la grève générale palestinienne, de briser la grève générale palestinienne en ouvrant le port de Tel Aviv, et qui comporte dans ses statuts la défense du travail juif. Et aujourd'hui, les milliers de travailleurs immigrés thaïlandais ou africains de l'Est qui arrivent en Israël ne peuvent pas se syndiquer évidemment à la Histadrout, et ils ont fondé un syndicat qui s'appelle le Pouvoir des Travailleurs. Mais évidemment, voilà, il existe aujourd'hui un petit syndicat, je sais que des camarades de la CNT l'ont rencontré, donc il existe un petit syndicat israélien qui syndique ces milliers de travailleurs africains qui arrivent, qui syndiquent les Palestiniens, qui syndiquent, voilà, et c'est celui-là évidemment que les syndicats par solidarité devraient rencontrer, aider à se construire, et certainement pas la Histadrout. Donc, sur tout ce qui est l'aspect concret du boycott, faire des actions de boycott syndical déjà vis-à-vis de la Histadrout, ou des actions BDS, ben non, on ne les voit pas. Et carrément, au niveau de la CGT, l'ancien responsable de la CGT qui s'occupait de ça, Jean-François Courbe, qui avait des actions particulièrement courbes au moment du bateau pour Gaza. Hein, de dignité. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, il n'est plus là. Il y a une camarade qui a l'air, enfin qui est au moins sur nos listes de boycott des investissements sanctions. On peut espérer une évolution des positions de la CGT, mais enfin c'est pour l'instant extrêmement lent. Donc il y a une frilosité du mouvement syndical qui, quand ils veulent voir les Palestiniens, ne rencontrent que les syndicats officiels dépendants de l'autorité et pas les vrais syndicats qui représentent l'immense majorité des travailleurs palestiniens. Bon, c'est à nous de bouger ça. Alors,
je sais que mon livre, je l'amènerai au congrès de Poitiers, je suis à peu près assuré que il y en a plein qui me l'achèteront. Il y en a plein qui votent contre nos motions syndicales en congrès et qui, une heure après, viennent me dire « mais tu pourrais pas venir dans ma ville pour faire une conférence ». C'est la schizophrénie syndicale qu'on connaît bien. On va faire son âme. Dans l'ordre, ce sera Eliane, Zora et Jean-Denis. Alors je dirais qu'il n'y a pas seulement de la schizophrénie syndicale, je crois qu'il y a la schizophrénie même de certaines grandes associations qui se sont toujours engagées pour la Palestine et du mouvement de certaines organisations qui ont milité pour la question palestinienne. Nous le voyons au sein même du collectif où BDS, ça leur reste en travers de la gorge. Et que dès qu'une action peut réussir, avec les moyens qu'on a, ça leur donne de l'urticaire. Donc je crois qu'il n'y a pas que les syndicats. Il y a malheureusement des associations qui ont pignon sur rue palestinienne et qui mettent beaucoup de bâtons dans les roues à BDS. Personnellement, j'étais adhérent et du MRAP et de la FPS et je n'ai pas renouvelé ces deux adhésions. La FPS aussi n'est pas J'ai d'accord. peut-être tort, mais je trouve que le mouvement de solidarité... Alors, j'en parle d'autant plus qu'il y a... N'en parle pas du tout. Non, mais tu peux faire du boulot à l'intérieur. Oui, j'entends bien. Je dis simplement, il y a fin novembre, début décembre, j'étais à Porto Alegre et au Forum social mondial pour la Palestine. Et par rapport au mouvement de solidarité français, on est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'à Porto Alegre, très clairement, l'appel du forum, c'était sur la base de l'appel palestinien, égalité des droits, fin de l'occupation, de la colonisation, droit au retour des réfugiés, et que l'entièreté des ateliers et des plénières qu'on a eus portait sur tous les aspects du boycott, tous les aspects des réfugiés, et il y a des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui vivent au Brésil ou au Chili, ils étaient là, et il n'était pas question pour eux de négociations qui oublient les réfugiés comme l'autorité palestinienne en rêve. Donc voilà, je veux dire que je souhaiterais que le mouvement de solidarité en France en reste sur la question du droit international. Sur la question du droit international, il y a toutes les raisons de s'engager comme ça. Et c'est vrai que quand je lis sur des mails internes, ouais, mais il ne faut pas toucher à la légitimité de l'État d'Israël, ouais, mais quand même, soutien à la résistance, on ne peut pas admettre les Qassams qui tombent sur les villes israéliennes, ouais, mais le boycott, bon, ce n'est que des territoires des colonies, oui, mais les autres, bon, je pense que ces camarades ne voient pas la réalité. Voilà. Justement, c'était un des points, c'est que je trouve qu'en France, les mouvements qui soutiennent, je ne parle pas du JFP, qui soutiennent la cause palestinienne sont devenus très mous. Alors, je pense qu'ils n'ont pas fait l'œil d'Oslo, c'est pour ça. Est-ce qu'ils ont fait... ben oui, mais alors il faudrait qu'ils le fassent parce que les Palestiniens, eux, se font occuper et qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent là-bas et que autant il y a 2-3 ans on serait sorti dans la rue, aujourd'hui on ne bouge plus. 100% d'accord. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que la question d'un État, moi, m'interpelle. J'avais lu une intervention que j'avais reçue par mail de toi et vraiment ça me pose problème. Ça me pose problème parce que j'imagine très mal un seul État avec une cohabitation entre Israéliens qui ont la force et le pouvoir, et qui ont la force militaire, la force économique, tout ça, et les Palestiniens. Ou alors, je ne sais pas sur quelle base il faudra la faire. Alors 2 États, c'est vrai que tu as expliqué, aujourd'hui c'est sacrément compromis, mais il faudra bien quand même que les Israéliens comprennent qu'il faut qu'ils repartent sur les frontières de 67. Je voulais vous informer d'une chose, c'est que nous avons engagé un procès par rapport à l'arraisonnement du dignité. Donc bon, on est plus ou moins tous au courant. Bien entendu, Israël a fait valoir son immunité, ce qui est logique d'État.
Ce procès va venir devant les tribunaux français, donc le 23 mars, si les souvenirs sont exacts, mais de toute façon, je ferai suivre, et qu'il serait très important qu'à l'audience, d'abord, ce procès pour nous est une campagne politique, qui est la campagne de l'embargo. C'est-à-dire que c'est la suite du bateau. C'est une continuité par rapport au bateau, il faut le comprendre comme ça. Donc nous souhaitons que ce procès soit une campagne politique, et donc que le maximum de... Donc, on va commencer à diffuser les conclusions de Roland Weil de manière à soutenir, parce que sinon on va se retrouver nous, seuls, face, et là on se prend la raclée de notre vie. Voilà. On ne sait pas où est le dignité pour le moment, on suppose qu'il est à Ashdod, mais on ne sait pas du tout dans quel état il doit être. Certainement pas en bon état. Voilà. Voilà. Zora. Oui, moi j'avais plusieurs questions. Par répondu à une des questions, c'était sur la frilosité des syndicats par rapport à la solidarité au niveau du BDS, du boycott. Donc j'en ai 3 autres maintenant. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un état des lieux de la solidarité en faveur de la cause palestinienne au niveau des organisations politiques et syndicales en général en France depuis 2006, suite aux élections en Palestine occupée, avec l'avènement du Hamas à Gaza. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été la position de l'Union juive française pour la paix quand Israël avait été invité comme invité d'honneur en fait du Salon du Livre? Je crois que c'était en 2008, en mars 2008. Est-ce qu'il y a eu une position commune? Est-ce qu'il y a eu des débats, des tensions, des désaccords dans votre association? Et une troisième question, alors moi j'ai participé dans un débat il y a quelques mois suite à la projection d'un film sur Norman Finkelstein. Le film s'appelle L'Américain radical. Et j'ai entendu Yann Sivan qui présentait le film, qui a dit, je mets des guillemets, c'est les propos de Sivan, vous expliquer comment je les entends, parce que voilà, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord dans le débat. C'était « L'Holocauste a blanchi les Juifs ». Donc j'ai trouvé cette phrase très intéressante. Moi, elle m'a parlé, j'ai cru comprendre ce qu'il avait voulu dire, parce qu'après j'ai discuté avec Sivan. Mais je pense que ça peut être une phrase qui peut choquer quand on l'écoute pour la première fois. Voilà. Donc voilà mes 3 questions. Alors c'est dense ça aussi, hein. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre sur tout, je vais essayer. L'état des lieux, c'est sûr que les choses étaient beaucoup plus simples au moment des accords d'Oslo, et après, dans les années qui ont suivi, et l'UJFP se crée en 1994, avec Richard Wagman, ici présent. Au début, les choses sont simples, puisqu'il y a eu les accords d'Oslo d'une part, et il y a l'autorité palestinienne qui représente les Palestiniens. Donc, quelque part, le gros du mouvement de solidarité spécifique à la Palestine se crée un petit peu sur cette idée-là. Et puis, même avant ces élections de 2006 qui sont gagnées par le Hamas, la pluralité des vues en Palestine, ou le fait que la voie choisie par l'autorité n'est pas celle qui est acceptée par tout le monde, va évidemment provoquer des fractures ou tout. On a parlé tout à l'heure de l'état du mouvement de solidarité. Une partie du mouvement de solidarité aujourd'hui en reste à l'idée que Mahmoud Abbas est le représentant des Palestiniens. Ça, n'importe qui voyage en Palestine sait que ça ne correspond pas. Je raconte dans mon livre, dans un voyage où on a vu je me souviens Malika, les ninjas palestiniens, la police palestinienne arrivée de nuit, déguisée comme tous les flics, et arrêtés, on ne sait pas qui, mais enfin visiblement venir dans le village pour arrêter. Donc il est évident que cette fiction que l'autorité palestinienne représenterait aujourd'hui tous les Palestiniens, elle a éclaté depuis longtemps. Une partie du mouvement de solidarité n'en a pas tenu compte. Alors,
du côté des syndicats officiels, du côté, j'ai envie de dire, de direction du PC, de la FPS ou tout, on continue un peu à maintenir cette fiction, deux États, l'autorité palestinienne, l'ONU et tout. Je pense que ceci ne tient plus tellement le coup. Et depuis bien longtemps, le mouvement de solidarité, et l'UJFP entre autres, qui en fait partie, est allé aussi sur d'autres terrains. Nous avons des relations assez privilégiées avec les CCI-PPP, les missions civiles, donc qui depuis maintenant plus de 10 ans organisent des missions de toutes sortes et de toute espèce de solidarité en Palestine. On y fait ce qu'on a envie de faire, on va dans les camps de réfugiés, on va aider les paysans à cueillir les olives ou défendre les paysans contre les agressions de colons et tout, mais donc il s'agit bien d'une solidarité qui est beaucoup plus directe. Génération Palestine, nous avons aussi des relations privilégiées, ce sont des jeunes, au-delà de 30 ans, on n'est plus à Génération Palestine, très souvent issus de l'immigration, mais pas toujours, et qui ont des actions de solidarité de jeunes qui aussi vont là-bas. Et je suis content qu'à Marseille, systématiquement, ils me demandent politiquement et historiquement de les former avant de partir. Donc il y a cette espèce d'activité. Donc voilà, le mouvement de solidarité, il n'est plus unique et on a l'impression qu'il y en a qui n'ont pas très bien accepté qu'il ne soit plus unique. Sur le salon du livre, Jean-Guy, tu vas peut-être me dire, parce que mes souvenirs sont un peu flous, mais il me semble qu'il y avait un contre-salon du livre dans lequel nous avions nos camarades qui exposaient aussi, quand il y a eu le salon du livre israélien, non? C'était une opposition interne au salon du livre, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on avait pensé que c'était pas juste de laisser la parole aux seuls sionistes, et donc à ce moment-là il y avait un stand avec Eric Kazan et Yal Sivan, et donc ça a été une expression non sioniste à l'intérieur du salon du livre. Mais... Nous, on a pensé, hein, bon, il y avait le pour et le contre, il y a eu des débats, hein, mais on a pensé que ça serait plus productif de manifester une voix contre la politique israélienne à l'intérieur du salon du livre, plutôt que d'appeler à tout boycotter. Voilà. Et surtout, on a fait une manif à partir du sort de sionistes, poursuivis par les sionistes et protégés par les blacks de la sécurité. Vraiment, et jusqu'au bout, je fais exprès, baraqué. Et jusqu'au bout, ils ont fermé une porte pour nous protéger des sionistes. Bon, Catherine n'intervient jamais que comme ça, donc. Je souhaite. Absolument. Alors bon, la dernière question sur Finkelstein, je suis un petit peu doublement voté. D'abord parce que Norman Finkelstein, qui est bon, aujourd'hui pour une raison qu'on ne comprend pas trop. Une grande brouille qu'il a eue avec Omar Barghouti, qui est à l'origine de l'appel BDS palestinien, il est en train de virer de position de façon assez sérieuse par rapport à ce qu'il a dit autrefois. Norman Finkelstein, justement, il a écrit beaucoup et il s'est rendu célèbre aux États-Unis en dénonçant la récupération éhontée, ce que tu dis, l'industrie de l'Holocauste, c'est-à-dire comment aux États-Unis on a transformé le souvenir du génocide en quelque chose avec lequel on pouvait faire de la propagande et surtout du fric. Bon. Il l'a dénoncé, peut-être pas toujours en des termes... les termes, on les comprend. Le terme que tu dis, l'Holocauste a blanchi les Juifs, moi je le comprends d'une façon qui est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec d'autres mots. J'ai expliqué tout à l'heure que les Juifs ont été les parias de l'Europe, des Asiatiques jugés inassimilables, et que j'aime pas le mot Holocauste, j'aime pas le mot Shoah, je préfère dire le mot génocide nazi. Le génocide nazi les a fait passer de l'autre côté du miroir, et on en a fait des colons. Bon. Donc, c'est ce qu'il dit en quelques mots, l'Holocauste a blanchi les Juifs. Quand je dis l'extrême droite, son lien, c'était l'antisémitisme et c'est maintenant l'islamophobie, c'est quelque part aussi une façon d'avoir été blanchi, d'être passé de l'autre côté. Donc, je pense que les mots de Norman Finkelstein ne sont pas forcément très, très pédagogiques. Bon, je trouve que sur ces questions-là, il vaut mieux
Il vaut mieux toujours être extrêmement précis pour ne pas avoir un revers de la médaille. Je dis, moi je comprends ces mots comme ça, il est évident que quelqu'un qui a envie de dire les antisionistes sont des antisémites va le comprendre autrement. Quoi. Pierre, excuse-moi, c'était pas les mots de... C'était les mots de Eyal Sivan. C'était bon. Voilà. J'adore Eyal, mais je pense que c'est pas très prudent de le dire comme ça, voilà. Même si on comprend. Alors, quel est le revirement de Finkelstein? Finkelstein aujourd'hui dénonce assez lourdement le mouvement BDS, hein, c'est ça, et il le dénonce suite à une algarade qu'il a eue avec Omar Barghouti, mais donc il dit quelque part que finalement tous les gens de BDS ils veulent détruire Israël, ce qui par rapport à la violence de ce qu'a été l'engagement de Finkelstein est un peu étonnant. Mais voilà, tout le monde a ses évolutions. Tu as répondu à toutes les questions, Jean-Denis? Oui. Petite précision. Vas-y. Par rapport à votre association de J, est-ce que quand on est arabe, par exemple, comme moi, est-ce qu'on peut venir Les choses sont très claires. Nous avons des Arabes dans notre mouvement, nous avons des Goïs, je prends volontairement ces termes-là. L'Union juive française pour la paix, ce n'est pas l'Union des juifs français pour la paix, c'est une union qui veut porter une autre voie juive par rapport à la voie officielle du sionisme. Donc voilà, il y a évidemment des non-juifs à l'intérieur de l'UJFP, et c'est quelque part toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre, ce mélange que les sionistes veulent faire entre juifs et sionistes, et cette façon de vouloir lier la question juive à la défense du sionisme, tous ceux qui sont révoltés contre ça et qui ont personnellement un engagement sur cette question-là sont les bienvenus dans notre association. Et donc, à Marseille, je me souviens, Faisal Chekali qui portait nos banderoles, et aujourd'hui Mouloud Belkolai qui porte nos banderoles et qui milite. En plus, lui, il est berbère et un gros défenseur de la cause berbère, et il est JFP à fond, et voilà, pas de problème. On n'a pas une politique de pureté ethnique. Voilà, nous ne faisons aucun nettoyage ethnique. As-tu terminé avec tes précisions dans les questions? As-tu bien terminé dans les réponses? Je crois, Jean-Denis, que cette fois-ci tu vas pouvoir y aller. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque qui va peut-être paraître légère après les intéressantes discussions qui ont eu lieu. Depuis que je suis à l'âge de lire la presse, chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde quelque part, il y a toujours des journalistes futés, qui se croient futés, qui expliquent ça par des conflits interreligieux. Je ne rentre même pas dans les détails, on y passerait la soirée, si on commence à donner des exemples. Mais ça nous a permis, au-delà du choc des civilisations, de découvrir les sous-tendances des grandes religions monothéistes. Voilà, on découvre les chiites, les alaouites, des choses comme ça, c'est intéressant. Mais ça n'explique jamais rien sur le conflit lui-même. C'est-à-dire que ça ne fait qu'embrouiller les choses, et la plupart du temps, ça n'explique ni sur quoi le conflit va déboucher, parce que, et surtout, ça camoufle des causes économiques, sociales, idéologiques, même qui sont sous-jacentes à ces conflits. Et Pierre, je profite de l'occasion pour t'en remercier, parce que ça fait des années que je lis tes chroniques de l'école émancipée et puis de l'émancipation. Justement, le point de vue que tu exprimes, pas seulement d'ailleurs sur l'affaire d'Israël et de la Palestine, mais sur d'autres choses qui se passent dans le monde, est d'un point de vue laïque. Et ça change toute la donne. C'est parce que c'est un point de vue laïque ce que tu nous expliques, que ça permet de comprendre effectivement bien et en profondeur les choses, et peut-être même d'y réfléchir par soi-même ensuite, et éventuellement de découvrir ensemble peut-être des solutions de sortie de ce genre de conflit. Espérons-le, ça c'est les souhaits qu'on peut faire. Et donc voilà, je t'en remercie. Et la présentation que tu as faite tout à l'heure a aussi mis en valeur ce point de vue-là. Ce que je répondrai sur quelques points, je dis, bon, par exemple, souvent, est-ce que juif est une religion? Je dis souvent, la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants, à commencer par ceux de ma famille. Et donc non, depuis bien longtemps, ça ne l'est pas. Ce que je dis, c'est que ce conflit est colonial. Ce conflit est colonial. Les gens qui ont inventé l'idéologie sioniste n'étaient pas croyants. Par contre, ce qui est certain, c'est que les religions compliquent les choses. Dans
l'article paru dans l'école émancipée sur mon voyage en 1994, donc on est 6 mois après les accords d'Oslo. Je décris la visite de Jérusalem avec les 3 névroses religieuses, je les appelle comme ça, qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que j'arrive dans la mosquée Al-Aqsa, je tombe d'ailleurs sur la fille de Dany Barzagé, pour ceux qui la connaissent, et qui la connaissent aussi, Céline. Bon, et puis à l'entrée de la mosquée Al-Aqsa, il y a la tunique des martyrs. Bon, et puis je fais quelques pas, je me retrouve au mur des lamentations où je me fais injurier parce que je suis d'abord allé du côté des femmes, puis je me refais injurier parce qu'allant du côté des hommes, j'ai pas la kippa, et où je vois des mecs qui prient avec la mitraillette Uzi en bandoulière. Et puis 300 mètres après, je vois un prêtre espagnol en battle dress qui a une troupe de 10 pèlerins qui se font la Via Dolorosa à genoux avec une croix en plastique de 10 mètres. Bon, Jérusalem, c'est une ville magnifique, et il est évident que cet aspect-là complique la guerre. Mais quand on a dit tout ça, on n'empêchera pas que c'est une guerre coloniale, que c'est une guerre raciste, que ce qui caractérise la société israélienne, c'est avant tout le racisme, que les Bédouins du Negev, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est parce que, voilà, ils sont pas juifs, et donc on va leur piquer la terre et tout. Donc, ne jamais perdre de vue que si cette question est importante, il y en a une qu'il ne faut jamais oublier, c'est la question coloniale. Et là, on a un remake de la question coloniale avec cette guerre-là qui est in vivo, hein, qui y en plein. In vivo, l'expression peut-être abusive, oui. Il n'y a plus d'intervenants. Je voulais juste dire, pardon, parce que c'est vraiment une virgule quand tu parlais de... Mais j'allais inciter à ce qu'il y en ait d'autres, surtout s'ils étaient frustrés, vas-y. J'étais un petit peu quand on parle de l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme, je voulais dire aussi qu'il faut aussi pointer du doigt la responsabilité de ce qu'on peut appeler la communauté juive, parce que c'est vrai que même, je veux dire, on ne peut pas, enfin, moi j'habite au Cuchon, voilà, et c'est vrai qu'on ne peut pas tenir un propos politique antisioniste en reliant ça à l'anti-impérialisme sans être immédiatement taxé d'antisémitisme, y compris par des gens de religion juive assumée. Donc il y a aussi une responsabilité, voilà, c'est pas uniquement les journalistes ou les méchants qui parlent de ça, c'est aussi les deux-mêmes, alors est-ce qu'ils ont intégré le truc, j'en sais rien, les deux-mêmes à la limite, ils font en sorte que cet amalgame se fasse, puisqu'on ne peut pas parler totalement librement sans se voir balancer à la figure cette histoire de l'amalgame. Et je voulais dire aussi un truc que tu as évoqué en fin d'intervention, le fait de dire que la lutte pour la cause palestinienne et l'anti-impérialisme, c'est vraiment des portes d'entrée pour des réseaux extrêmement toxiques. Et je pense qu'il faut qu'on ait vraiment une grande vigilance sur ça, y compris même les luttes de sans-papiers, où on voit la Sora et compagnie arriver. Et je pense que tu as cité Blanc-Rouge et Bricmont, c'est deux personnes qui sont, à mon sens, éminemment dangereuses, parce que surtout Bricmont, parce qu'il avance un peu plus masqué. Et moi, je pense qu'il faut vraiment en parler et montrer leurs écrits, parce que même dans les mouvements dits progressistes, il y a une certaine indulgence pour leur façon de parler, parce que putain, ils savent faire, quoi. Donc, voilà. On s'est engueulé sur la liste BDS France à propos de Bricmont, donc même sur la liste BDS France, il y a des gens qui soutiennent Bricmont. Hélas. Hélas. J'ai envie d'information ou de décryptage du discours. Je peux répondre là-dessus. Je n'ai pas parlé de la communauté juive organisée en France, mais c'est évidemment quelque part une horreur. Voilà. L'UJFP a organisé, y compris un contre-dîner du CRIF à Lyon. Il y en a un autre qui est en préparation. J'espère qu'il verra le jour. Je voulais dire que il n'y a pas que dans Alternative Libertaire ou dans le journal de l'OCL que j'ai écrit aussi dans le dernier numéro de CQFD. J'ai souvent été interviewé là-dedans. Et celui qui m'interviewe me demande, mais finalement, est-ce que tu ne considères pas quelque part que le sionisme est antisémite? Et je lui ai répondu antisémite, le mot est chargé de quelque chose que je ne pourrais pas dire. Anti-juif, c'est évident. Et la première intervention publique que j'ai faite, celle qui m'a décidé à rentrer à l'UJFP, j'avais dit, pour construire l'Israélien nouveau, il a fallu tuer le juif. Et je le pense véritablement. C'est-à-dire, je pense vraiment que le sionisme est une fermeture, est une dégénérescence de toutes les formes de judaïsme, laïque ou religieux, un peu comme la pensée de Milosevic était une dégénérescence pour la Serbie, ou je dirais même l'éclairisme pour l'Allemagne.
il y a une fermeture, il y a tout ce qui a pu faire, je dirais pas un génie comme ma mère qui l'aurait dit volontiers, mais en tout cas tout ce qui a pu faire que les Juifs en minorité avaient lié leur propre émancipation à celle du monde entier, qui a été fermée dans une idéologie mortifère, colonialiste et raciste, et c'est pas tolérable. Et je pense que s'adresser aux Juifs, je sais que c'est très difficile, on y arrive très peu, c'est bien quand même qu'ils inscrivent dans la mémoire qu'il y a une pensée dissidente qui existe, celle de l'UJFP ou celle d'autres personnes, mais leur dire en tout cas qu'ils ont radicalement transformé l'histoire juive, c'est à faire. Il y a toujours une anecdote que je rappelle, en 1948, donc l'année de la création de l'État d'Israël, Menachem Begin, qui vient de faire le massacre de Der Yassin, le plus grand crime de guerre de la guerre de 48, veut visiter les États-Unis, et les plus grands intellectuels juifs américains de l'époque, Hannah Arendt et Albert Einstein entre autres, écrivent au président Truman en disant « Begin arrive, c'est un terroriste, arrêtez-le ou expulsez-le ». Donc je dis clairement, nous sommes dans le camp d'Arendt et d'Einstein, et les autres, il faudra bien réussir à gagner la guerre contre eux. Est-ce qu'on peut conclure comme ça? Un petit truc. Pourquoi tu dis Tsahal? Donc ça, et le corps, c'est un sigle. Ça m'énerve. Hein? L'armée criminelle israélienne. Ouais, mais pas de Tsahal, parce que ça personnalise. T'as raison. Je vais avoir l'air con, là, naïf, mais je ne connais pas Bricmont. J'en ai entendu parler et on vient 2 ou 3 fois. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le piège là? Parce que si jamais je l'entends un jour, si tu en quelques mots, si tu veux. Bon, d'abord, je me gêne pas dans le glossaire quand j'en parle. Je dis, à part ça, c'est un défenseur des OGM, mais bon, c'est pas le sujet. Mais bon, Bricmont fait partie de ce courant pour qui juif et sioniste, c'est pareil. Il a préfacé le livre de Gilad Atzmon, qui est un ancien Israélien qui a lâché la nationalité israélienne et est un saxophoniste qui vit en Angleterre et qui a écrit un livre où en gros Atzmon dit que le problème c'est pas le sionisme, le problème c'est les juifs, qu'il faut rechercher dans le Talmud, il faut rechercher dans la nature même du judaïsme ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et Bricmont, il est là-dedans. Il est là-dedans. Il a, y compris par exemple, il est aussi dans l'idéologie de tout est permis au niveau de la parole. Donc il était à l'origine d'une pétition pour la libération de Vincent Renoir, qui est un néo-nazi français négationniste qui avait fait 1 an de prison. Bricmont a animé une campagne pour sa libération. Je trouve qu'il y a tellement d'emprisonnés aujourd'hui que c'est pas forcément sur celui-là qu'il faut. D'accord, bon, bref. Voilà, c'est dommage parce que Bricmont, je le répète, est un ami de Chomsky et que Chomsky, voilà, c'est parfois d'ailleurs. Chomsky s'était laissé avoir pour Forisson. Chomsky avait préfacé, voilà. Le livre de Forisson. C'est-à-dire que c'est un peu toujours cette idée, une idée qui est très américaine, que la liberté, on a le droit de tout dire et tout. Je rappelle quand même que la radio d'Émile Colline au Rwanda, ils avaient tué personne à la radio, mais ils étaient quand même les principaux instigateurs du génocide, et que par la parole, Robert Brasillac aussi n'avait jamais tué personne, mais enfin quand même bon. Donc voilà, je suis en désaccord avec cette conception, on peut tout dire. Je suis encore plus en désaccord avec l'idée que quand des gens sont des pourritures attitrées, on les défend au nom de la liberté d'expression. Et je suis encore moins d'accord avec l'idée que juifs et sionistes c'est pareil, parce que les sionistes disent ça. Donc eux ne sont pas antisionistes, ils sont quelque part antisémites, puisque pour eux le problème c'est pas le sionisme, c'est les juifs. Mais il y en a pas mal. Israël Shamir, c'est encore plus net, quoi. Il est allé chercher le protocole des sages de Sion, des conneries comme ça. Donc voilà, Bricmont, je le considère, mais je ne suis pas tout à fait seul, comme totalement infréquentable. Je dis, dans le mouvement pour la Palestine, ça ne fait pas consensus. J'ai même été à 2 reprises invité pour être à la tribune avec Bricmont. Les 2 fois, j'ai refusé. Mais... Avant la guerre des Golfe? Non, récemment. Ah, récemment. Parce qu'il était bien. Mais juste rapport avec la parenthèse que tu as faite sur la radio de Nicolas, les principaux instigateurs du génocide rwandais, c'est l'Élysée et l'armée française. Oui, c'est juste ça. On aura un débat au mois de mars, juste avant le procès.
que l'armée française est en train de... Avec Jacques Morel. Il y a un autre petit truc, moi ça me gêne un peu, dans les pièces palestiniennes, les troupes qui viennent, enfin j'en ai vu plusieurs, ils disent les juifs, ils disent pas les Israéliens, dans une troupe d'enfants. Si tu veux, il dit Yaoudi, et bon, comment, enfin, jusqu'à 1948, on ne voit pas comment il dire autre chose, puisqu'il n'y a pas d'État d'Israël. Donc, dans tous les films, j'ai parlé de La Terre par l'Arabe par exemple, on fait témoigner des Palestiniens sur la façon dont ils ont été dépossédés de leur terre, ils disent les Juifs, on ne peut pas le dire autrement. Donc après, les choses changent. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que dans tous mes voyages en Palestine, les gens savaient qu'on était juifs, ça leur faisait profondément plaisir, que grâce aux anticolonialistes israéliens, la différence est faite, qui savent qu'il y a des Israéliens et des Juifs hors d'Israël qui soutiennent la cause palestinienne. Voilà. On va peut-être arrêter. Si vous voulez, on va prévoir un temps pour des échanges interpersonnels avec Pierre, c'est nécessaire, des signatures pour l'ouvrage que vous allez peut-être acquérir et lire derrière, il faut s'y prendre à l'avance. Et puis, après, on envisagera peut-être une petite collation pour se remettre dedans. En te remerciant pour avoir été très complet par ailleurs.